Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à Malice. Au programme aujourd'hui, un très beau ciné-concert proposé par le groupe Oyapok qui a travaillé autour d'un conte de Tommy Ungerer. Nous pousserons les portes de la conserverie à Metz qui dévoile sa dernière exposition dans les locaux du 8 rue de la Petite Boucherie. Nous ferons également le point sur l'avancée des travaux de Maison Heller, l'hôtel conçu par Philippe Stark, dont la date d'ouverture a été annoncée. Tout cela sans oublier quelques belles idées de sortie. Mais tout de suite, intéressons-nous à la compagnie 22, dont les répétitions de la nouvelle création In My Mind sont en cours. De quoi est-il question? Quelle est la ligne artistique de la compagnie messine? Ouvrons la boîte à Malice pour le savoir. What is boss? What is a Guatemala? What is boss? What is a Guatemala? Pauline, Justin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien ici au théâtre à l'espace Bernard-Marie Coltès. Vous êtes dramaturge, metteur en scène, comédien. Vous faites partie de la compagnie 22 que vous avez fondée en 2015, il y a presque 10 ans, parce que vous allez fêter vos 10 ans en 2025. Vous l'avez fondée à Troyes, également avec Stéphane Robles. C'était quoi l'idée au départ? C'était de, comment dire, parler du monde via le théâtre, via la danse, et je lisais peut-être avec fougue, mélancolie et avec humour. C'était ça l'état d'esprit? Oui, en fait, tous les trois, on s'est rencontrés durant nos études à Metz, à la fac. Et ensuite, on a poursuivi nos aventures de formation de façon un peu différente tous les trois. Et on s'est retrouvés en fondant cette compagnie parce qu'on a réalisé qu'on avait l'envie de mélanger le travail de corps du comédien et de texte. Et là-dessus, on se rejoignait dans cet endroit de recherche et c'est là-dessus qu'on a créé la compagnie. Oui. Je parlais de fougue, d'humour, de mélancolie. C'est un peu ce qui vous caractérise, ça, ou pas? Oui, alors c'est plein de choses à la fois, mais c'est vrai qu'au tout début, quand on s'est rencontrés, Pauline nous avait réunis autour de ce projet vraiment de fonder une compagnie, et elle avait écrit ce qui était nommé à l'époque une sorte de profession de foi, qui était une sorte de promesse qu'on s'était faite. À l'époque, on avait en moyenne d'âge 22 ans, et c'était un peu de se rappeler à l'âge où on est, qu'est-ce qu'on ressent, c'est-à-dire l'envie de faire du théâtre, l'envie de dire des choses, et en même temps de penser à plus tard, le futur, quand on aurait un petit peu le retour en arrière et de contempler les 22 ans et de se dire qu'est-ce qu'il en reste, c'est de se laisser un peu traverser, bouleverser par toutes les émotions et de trouver par le théâtre un endroit de les exprimer en fait et de les communiquer, de les partager avec des publics. C'était ça qui nous réunissait, je pense. En tout cas, on a tous signé cette profession de foi en se disant qu'on avait envie de rester spontané. Vous êtes donc 3 fondateurs, ça veut dire que le travail il se fait vraiment à 6 mains? Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un travail à 6 mains. Généralement, moi je suis à l'écriture et à la mise en scène dans les projets. Et Justin sont, on va dire, comédien permanent, comédien créateur, comédien chercheur et évidemment collaborateur artistique sur tous les projets. Et après, c'est un travail à 6 mains, mais il y a une équipe aussi, la compagnie 22. Bien sûr, oui. On a une chargée de diffusion, une chargée d'administration, enfin des personnes qui travaillent de passage parfois permanentes. Mais les concepts, idées, oui, sont discutés entre nos 3 personnes. Ouais. D'accord. Donc parmi les créations que vous avez réalisées jusqu'à présent, il y en a 4 déjà au compteur. À nos amours, Mentez-moi, La fin du monde n'aura pas lieu, et puis tout dernièrement, on va en parler dans quelques instants, In My Mind. Peut-être ces 4 créations, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Je pense que le lien entre les 4 créations, c'est l'écriture de plateau, c'est-à-dire que ce sont des
des pures créations, que ce soit l'écriture de texte ou l'écriture de plateau, de corps, et qu'elle mélange quand même voilà, un comédien en mouvement. Souvent, on a fait appel à des danseurs, soit qui nous ont aidés à travailler, nous, en tant qu'interprètes, soit qui ont joué avec nous. Donc il y a quand même cette frontière entre danse et théâtre qui est très très fine sur tous les projets. Nous allons t'appeler Pinocchio. Ce nom te portera chance. C'est le b.a.-ba de l'école. Les élèves respectent les professeurs respectent le règlement. Tout comportement a des conséquences. Tout comportement a des conséquences. Un mot sur la création Mentez-moi, qui a eu une belle vie puisqu'elle a été sélectionnée au Off d'Avignon, donc vous l'avez jouée cet été. D'abord, qu'est-ce qu'elle raconte cette pièce? Où est-ce qu'elle nous emmenait? Et puis, est-ce que vous avez tiré de cette expérience à Avignon? Moi, j'ai toujours écrit dans les projets, dans les conceptions de mise en scène, etc. Mais c'est la première pièce où je me suis plus affirmée en tant qu'autrice aussi sur ce texte, puisque, voilà, comme il l'a dit, on a travaillé à partir d'impro de comédien et aussi voilà, de texte page blanche, entre guillemets. Donc, ça a marqué quelque chose dans la compagnie. Et moi, j'avais très envie de travailler autour de la question du mensonge et de ce qui fait vérité aujourd'hui. Ouais. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant de créer un Pinocchio qui, lui, raconte tout le temps la vérité. Et par contre, le monde et les adultes autour de lui mentent. Et voilà, c'était un bel endroit pour trouver plein de prétextes pour raconter le monde aujourd'hui. Tu mens, Pinocchio. Alors là, vous ne connaissez pas du tout. Pinocchio menteur. N'importe quoi. Je vais la réussir, ma vie. Nous, en tant que compagnie, ce qui est sûr, c'est que ça nous a permis de nous solidifier, nous structurer aussi. Et ouais, c'est une expérience de dingue à Avignon pour une compagnie. C'est intense. Il faut le dire. On sent en dessous le... C'est intense. Non, Avignon, c'est intense. Ça a marché aussi, Oui, hein, oui, c'est bien une sûr. réalité. Hein. Alors parlons maintenant de l'actualité. Il s'agit de la pièce In My Mind. Il s'agit de l'histoire de Camille qui a disparu, ce qui va beaucoup inquiéter sa mère. Ça va soulever énormément de questions. Et je crois que le point de départ, ça a été 3 ans d'enquête, à la fois en France, en Italie, auprès d'adolescents. Il y avait une envie au départ de parler de l'adolescence, des questionnements de l'adolescence. Vous voulez revenir à vos 20 ans? Oui, c'est un projet qu'on a créé donc il y a 3-4 ans qui s'appelait OK Boomer et qui était, on va dire, un gros temps de recherche sur plusieurs années. Déjà, sur la méthode, c'était important parce que normalement, on fait que des productions tous les ans et c'est des formats en fait qui permettent pas de prendre le temps de rechercher, de partager avec le public, entre guillemets. Et surtout, on voulait travailler autour de l'adolescence. Donc, on a fait des ateliers d'écriture, de corps, de théâtre, avec aussi d'autres artistes. Et on a récolté plein de matières, tellement de matières qu'on s'est dit, OK, là, il nous faut une autrice qui n'a jamais rencontré personne, sinon on ne va pas y arriver, parce qu'on aurait pu écrire 20 000 spectacles, je pense. Ouais. Et du coup, Céline Debeau, qui est une autrice belge, que j'avais rencontrée en résidence, nous a écrit un texte. Justin et Stéphane ont travaillé à l'adaptation de tout le texte. Donc là, ils ont fait un énorme travail de réécriture pour le coup et de dramaturgie. Et là, moi, je prends le lead sur la mise en scène. Donc ça s'est dessiné sur plusieurs temps, en fait, ce projet. Mais je crois que le plus important pour nous, c'était que ce soit un projet qui parle aux jeunes, qui les raconte vraiment, qui ne les prend pas pour des idiots et qui puisse jouer partout. C'est-à-dire que nous, on a travaillé pas mal avec, par exemple, des jeunes des Ardennes à Givet, où pour leur amener du théâtre, il faut jouer dans leur établissement. Sinon, c'est compliqué, les bus, etc. Donc, c'est un projet qui peut jouer dans les théâtres, mais aussi dans les lycées. Voilà, et on espère qu'il va leur ressembler et que ça va leur parler au max. Je veux devenir être moi. Vous savez, la zone 51. Avoir 10 salles de bain, 10 chambres et 3 cuisines. Être le premier homme à marcher sur Mars. Voir Ronaldo se prendre 8 œufs avec son équipe. Avoir des appareils auditifs. Me faire confiance. Faire The Voice et que tout le monde se retourne pour m'avoir dans son équipe. Moins angoissé. Organiser une grosse fête. Faire une année à l'étranger, me réinventer ailleurs et découvrir si j'y suis. Ça a parlé de politique, d'amour, toutes les questions qui préoccupent les adolescents, et pas que d'ailleurs, finalement, aujourd'hui. Oui, mais ce qui était assez drôle, c'est qu'on avait une sorte de protocole et on avait orienté ça sur 3 thématiques, donc la crise écologique, la politique au sens très large et l'identité, en tout cas comment eux se projettent dans un futur un peu incertain. Et en réalité, de ces 3 thématiques, les retours n'étaient pas toujours là où on les attendait, c'est ça qui était chouette aussi. Ils ont beaucoup parlé d'eux, ils ont beaucoup parlé de famille,
Ils ont beaucoup parlé, oui, d'environnement, mais peut-être pas comme on l'entendait. En tout cas, oui, il était toujours question un peu de crise, mais de crise un peu multiples. Et c'est ça qu'on a retrouvé aussi dans In My Mind, c'est que au final, ça parle aussi beaucoup du lien entre un ado et son parent, donc sa mère surtout, et qu'il n'y a pas que la question d'un adolescent en crise, mais d'un monde globalement qui peut être en crise, et que l'adulte aussi qui élève, qui accompagne cet enfant a ses propres crises. Qu'est-ce qu'être mère aussi aujourd'hui? Il y a les deux pans. Qu'est-ce qu'être adolescent et qu'est-ce qu'être mère finalement? C'est toute la surprise, je pense, de ce projet final, parce qu'on voulait parler des jeunes, et en fait, on ne peut pas parler des jeunes sans parler de leurs parents. Et je crois que c'est absolument un spectacle qui parle aux parents, qui se démènent pour travailler, pour essayer d'être le mieux possible. Et finalement, je crois qu'il y a une forme de culpabilité du parent aussi, à pas faire comme il aimerait faire parfaitement, quoi. Donc voilà, on est un peu entre ces deux fils. Tu sais que le pourcentage d'une vente sert à remplir le frigo, tu le sais, n'est-ce pas? Mais tu t'en fous, parce que je participe au monde capitaliste du temps des chasseurs-cueilleurs qui devraient retourner dans un putain de forêt. Tiens, moi je t'écoute. Ok, petite pause, comme ça je travaille dans le détail. Ouais. Ça marche très très bien que tu installes le panneau sur la phrase des chasseurs-cueilleurs. Que tu reviennes à ce moment-là après, tu vois que je t'écoute, Camille. C'était super. La pièce va être jouée le 12 décembre. Ça sera au Luxembourg, au Théâtre des Capucins. C'est ça, ouais, tout à fait. On lui souhaite ensuite de voyager, c'est ça l'objectif, c'est après qu'elle tourne un petit peu partout, peut-être de venir ici, à Metz, j'imagine, et tout ça. Crossfinger, comme on dit. Et puis on va sur Internet pour suivre votre compagnie sur les réseaux pour avoir toute votre actualité. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à lire le nouveau livre de l'auteur, journaliste et photographe messin Francis Kocher, Ulysse à Berlin, paru aux éditions Promenade, un roman qui met en scène des personnages singuliers qui vont s'entrecroiser, personnages à travers lesquels une ville se raconte, chargée d'histoire, riche, électrique. Francis Kocher sera mon invité dans la prochaine boîte à malice, mais en attendant, il sera présent à la librairie Autour du Monde, jeudi 5 décembre à 18h30, de quoi passer un bon moment à ses côtés. Et dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à fêter un anniversaire, celui du Gueulard Plus de Nilvange, qui souffle sa 10e bougie déjà. Aussi pour l'occasion, eh bien, la salle de musique actuelle met les petits plats dans les grands avec près de 10 jours de festivités. Au programme, des apéros-concerts gratuits avec des artistes de la scène locale, des journées à partager en famille avec notamment le groupe décalé The Wakids qui réinterprète avec des gadgets sonores et des jouets les grands titres du XXe siècle. Et puis de belles soirées sont également au programme, l'une centrée sur le punk rock nouvelle génération avec notamment Lulu Van Trapp et puis l'autre qui sera légendaire avec le groupe Les Garçons Bouchés qui font de chaque concert une fête. Écoutez un petit peu ce qui vous attend. Des garçons bouchés le rap, des garçons bouchés le rap, des garçons bouchés. Le Gueulard Plus fête ses 10 ans du 6 au 15 décembre. Retrouvez le programme des festivités sur le site qui est apparu à l'écran. Ça vaut vraiment le détour. Et poussons maintenant les portes de la Conserverie à Metz, ce lieu poétique où les photographies de famille ont droit de citer. En ce moment s'y dévoile l'exposition De l'air où 180 clichés virevoltent pour notre plus grand bonheur. De l'air, c'est la 9e expo participative et collaborative de la Conserverie. C'est un type d'expo que j'affectionne particulièrement. Je demande en fait à tout à chacun, donc ça pourrait être toi, d'aller chercher dans tes albums ou dans tes boîtes ou dans tes tiroirs une photographie qui corresponde à un thème. La dernière, c'était du vent au bout des doigts, il fallait être en contact avec des oiseaux.
Et là, c'était de l'air. Donc, c'est toutes ces photographies où il y a de l'air dans les cheveux, dans les robes, dans l'herbe. Les photographies viennent vraiment de partout, géographiquement de partout, mais aussi de photographes professionnels, de gens du quartier, de collectionneurs, quelques-unes, et des archives aussi. Je pense que le début, c'est les années 20, peut-être 30, et il y en a des très récentes, puisque celle-ci doit avoir moins de 3 ans. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que ça couvre vraiment toute l'histoire de la photographie amateur dans le contexte familial. Cette image-ci me met dans une joie profonde, vraiment. C'est-à-dire que je ne peux pas la regarder sans sourire. Et j'ai bien cru voir que pour la majorité des visiteurs, c'est un peu ça. Tu regardes cette photo et tu te retrouves avec un large sourire. Donc celle-ci, elle me tient particulièrement à cœur, d'autant que c'est une des premières qu'on ait reçues dans l'appel à collecte. Hier, il y a une jeune fille qui est venue voir, puisqu'elle y a participé, et elle me racontait le moment où elle a mis sa mère et sa sœur autour de la table en disant « Allez, venez, on va chercher ». Et elles ont regardé toutes leurs photos de famille. En fait, c'est ça, c'est aussi l'occasion de revisiter ses propres photographies, sa propre histoire, avec un prisme de partage. Nous avons accompagné l'exposition d'un catalogue qui s'appelle De l'air. C'est un travail graphique du duo Ramel-Lusoir qui sont à Strasbourg. Et donc là, ils avaient envie de travailler sur c'est quoi une archive. Donc il y a vraiment toutes les photographies qui sont indexées comme elles le sont ici, donc avec des cotes. C'est un gros livre, fait de l'air. Et donc il y a 8 couvertures différentes. Ça nous semblait heureux, c'est tiré à 400 exemplaires. Nous venons de les recevoir, donc pour l'instant ils sont encore qu'ici, mais bientôt ils seront dans d'autres endroits où on peut acheter des livres, des librairies, quoi. La très poétique exposition De l'air est à découvrir jusqu'au 19 décembre. Vous pourrez au passage vous procurer ce magnifique ouvrage. Et puis notez ensuite que vous êtes conviés le 21 décembre à vous faire tirer le portrait. Anne Delrez a en effet invité le studio Bout d'Essai à poser son studio photo pour des tirages absurdes. Une belle journée pour se dire au revoir, plutôt pour dire au revoir, aux 8 rues de la Petite Boucherie. Car comme je vous en avais déjà parlé, la conserverie va devoir déménager. Elle recherche donc un nouveau lieu pour héberger son équipe et ses milliers de photographies. En attendant, vous pouvez la soutenir via le site Hello Asso ou en signant la lettre ouverte dans laquelle les pouvoirs publics sont interpellés pour un peu d'aide. Tout est apparu à l'écran. Et puis restons à Metz pour nous intéresser maintenant au nouveau projet du groupe Oyapok. Oyapok qui se joue du rock progressif, du jazz fusion, avec quelques influences exotiques et qui, il y a 4 ans, a imaginé une histoire de migrants climatiques à laquelle s'est mêlé le magnifique conte de Tommy Ungerer, Le Nuage Bleu. Un projet qui a reçu un accueil chaleureux par l'équipe du musée Tommy Ungerer de Strasbourg et plus encore, aussi aujourd'hui, le ciné-concert à sa suite. Pour en savoir plus, je me suis glissée en pleine répétition du groupe Oyapok à l'occasion de sa résidence à Blida, à Metz. Je vais te raconter l'histoire d'Allumette de Tommy Ungerer. Allumette était vêtue de Elle n'avait ni parents ni maison. Allumette cherchait sa nourriture. On a créé un projet qui s'appelle Oyapok joue Allumette de Tommy Ungerer, qui met en abîme en fait un conte de Tommy Ungerer dans une histoire de migrants climatiques. Celle de Salimata et de sa maman qui vont traverser l'Europe depuis les côtes italiennes jusqu'à la jungle de Sangatte. Donc on va suivre leur parcours de migrants et au milieu de ce spectacle, il y aura le conte Allumette de Tommy Ungerer qui va être raconté. Et les deux histoires rentrent en résonance autour du partage, de la solidarité et de la pauvreté et de la mendicité.
C'est un ciné-concert que les enfants viennent voir avec une histoire projetée en vidéo. Donc, ce sont des dessins créés par Amandine Meyer, qui est l'illustratrice, et qui ont été mis en animation par Maëva Pansivi. Et au milieu de ça, on intègre les dessins de Tom Ungerer. Donc toute l'histoire de Tom Ungerer, on a eu le droit d'utiliser les planches originales qui sont au musée. Donc on a fait un travail de scan, de montage vidéo qui colle avec l'histoire de Pierre. Je suis très grand fan des grands arrangeurs des années 50, 60, 70, des grands coloristes. Je sais pas, Morricone, Gil Evans, des BO de films de science-fiction, et j'adore toutes ces couleurs. Et en fait, avoir un set de percussions classiques, donc marimba et vibraphone, plus une harpe, déjà ça permet de faire des choses à plusieurs voix qu'on ne trouve pas spécialement ailleurs, quoi. Et ça c'est chouette. Et après du coup Bertrand qui joue de la trompette, un siffle également. Donc là c'est le côté fan de Morricone qui surgit, c'est qu'il y a du sifflement un peu dans tout le spectacle. Donc on va chercher toutes ces couleurs, chacun des effets, chacun fait des choses. Et la musique, on ne peut pas lui coller une étiquette, elle va vraiment chercher dans toutes les influences musicales possibles et imaginables. C'est une super aventure avec ce groupe-là. Moi j'ai toujours fait de la musique plutôt toute seule ou alors avec peu de musiciens. Et là jouer avec un groupe de 8 musiciens, c'est quand même une autre aventure. Et puis après, l'histoire de Tom Ungerer, le discours est beau, c'est voilà, un discours humaniste. On essaie de faire vivre ça et de passer le message aux petits, quoi, de passer un petit peu le relais. Je te prends contre moi pour les raconter. Il faut que j'apprenne à lire. Il y a plusieurs degrés de lecture aussi pour les adultes. C'est pour ça qu'on aime les lire aussi aux enfants. C'est parce qu'on peut voir le récit de manière un petit peu plus stratosphérique et se dire « Ah, pas bête, ouais, ça veut dire autre chose ». Je pense que les adultes et les musiciens peuvent se régaler du coup du set. Et pour les enfants, il y a des thèmes, il y a une narration. Et on essaie de raccrocher un peu toutes les générations autour de ça. Monsieur Lacroute, le pâtissier, sortit en hurlant. Fiche le camp, sale gosse. Enlève tes pattes de ma vitrine ou je vais t'aplatir avec mon rouleau. Terrifié, la pauvre enfant décampa et partit dans la nuit. Un très beau projet auquel les comédiennes messines Maude Gallet-Lalande de la compagnie Les Heures Paniques et Lison Grosillas ont prêté leur voix. La première aura lieu le 8 décembre à l'auditorium du Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg. Et puis pour savoir si ce ciné-concert sera programmé chez vous, je vous invite vivement à suivre le groupe Oyapok sur sa page Facebook. Enfin, avant de nous quitter, tournons une page d'architecture avec un hôtel dont on attend l'ouverture avec impatience, Maison Heller, le premier hôtel imaginé et conçu par Philippe Starck en partant d'un terrain nu, une première en Europe. Et la genèse de cet hôtel, eh bien Philippe Starck l'a dévoilé via une vidéo que seuls quelques journalistes, dont je fais partie, ont pu voir. Il y confie avoir imaginé un conte, la vie minutieuse de Manfred Heller, conte dans lequel Manfred, inventeur poétique, frénétique, hérite de la maison de ses parents à Metz. Arrive le jour où la terre se met à trembler et où Manfred s'élève dans les airs avec son fauteuil, sa maison, sa terrasse. Ainsi naît Maison Heller, surprise fertile faite de jeux mentaux, de lumière, un conte pataphysique à la poésie dadaïste. Philippe Starck d'ailleurs confie s'être inspiré de l'écrivain Raymond Roussel, en tout cas être très inspiré par cet écrivain. Et lors de la conférence de presse, eh bien, nous a été offert cette petite carte avec cet étrange alphabet que l'on va retrouver dans l'hôtel. Tout a été conçu à partir de cette histoire un peu folle de Manfred Heller. Jean-François Herbette, maître d'ouvrage du projet, nous en dit un peu plus sur l'avancée justement de cet hôtel. Tout est unique, tout est réalisé spécifiquement pour l'hôtel. Et donc les associés, on a souhaité vraiment aller jusqu'au bout de la démarche et réaliser un hôtel qui soit conforme aux exigences de Philippe Starck. Donc ça prend du temps,
Il ne suffit pas uniquement d'acheter des simples matériaux, ce sont des matériaux qui sont conçus, du mobilier qui est conçu. Donc ça prend du temps, mais ce n'est pas très rare parce que nous, ce qui est important, c'est que Maison LR, ce soit une réussite pour tous nos futurs clients qui vont pouvoir partager une expérience vraiment unique dans l'hospitalité. Ça va être une attraction touristique supplémentaire du fait de sa proximité au Pompidou, mais c'est également une attraction touristique d'affaires qui va être supplémentaire puisque aujourd'hui à Metz, on manque encore d'hôtels 4 étoiles avec une offre qui sera complète puisqu'on a tout un espace dédié au niveau du premier étage, soit pour des événements privés, soit pour du tourisme d'affaires. Il y a 2 offres de restauration, une au rez-de-chaussée et une au dernier étage, mais surtout la particularité, c'est que les Messins vont avoir un autre regard sur la ville, puisque de la terrasse du 9e, c'est une vue qui n'existe pas aujourd'hui sur Metz. Donc ça va participer à l'attrait de Maison LR. Des restaurants qui ne seront pas gastronomiques, c'est tout ce qu'on a réussi à savoir pour le moment. Aussi, il vous faudra attendre encore un peu pour en savoir plus et découvrir les 104 chambres de Maison LR qui mélangent à la fois marbre et béton brut. C'est un aperçu qu'on a pu avoir. Maison LR qui ouvrira enfin ses portes, ça y est, en mars 2025, c'est officiel. Et sachez que le conte La vie minutieuse de Manfred Heller sera également édité aux éditions Alary. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, sans faute, pour un nouveau Plein de Culture. D'ici là, prenez soin de vous et émerveillez-vous. Allez, bye bye. What is a watermelon? What is a bus? What is a watermelon? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.